Mais c'est pas une. Ça fait partie des clichés et de ce qui est préconçu dans la réalité malgache, dans l'expression de la réalité malgache. La réalité malgache, on parle au début, c'est comme on a 2 minutes électriques, donc. D'abord, je vais dire que ces groupes de population, ils ont effectivement des noms. On a des noms là, et vous avez remarqué que c'est pas, justement, c'est l'argument fort. Ce sont des noms qui sont tirés en fait des considérations de la géographie du lieu d'habitation de ces populations. En Dakar, ce sont les habitants qui habitent dans les zones de roches. Là, l'Ankara, c'est un plateau dans le nord où il a été très rocailleux. Les Tanals, c'est les habitants de la forêt, qui sont dans la forêt, effectivement. Les Sakalaks, c'est. Alors là, c'est une autre histoire parce que ils seraient plus venus du sud-est pour aller au loin. Donc, ils sont des sacs au loin, ils sont partis au loin, ils sont des Akachaks qui sont partis au loin, etc. Les merles, c'est des gens qui sont sur les hauteurs, au plateau. Donc, c'est vraiment une notion qui est très précise. Il n'y a pas une vision raciale là-dedans. Et je pense que l'ethnicité, c'est l'identité, ça fait partie de ce qui est l'identité d'une population. Moi, je préfère donc parler de groupes ethniques régionaux. Hein, et je ne me limiterai pas au chiffre 18. Je pense qu'il y a plus que ça, mais bon, on ne va pas faire un travail là-dessus aujourd'hui. Mais on va dire que c'est ça. C'est vraiment culturel. Alors c'est Galilée qui a commencé ce micmac-là en 1902 quand il est arrivé, qu'il a voulu s'imposer dans ce pays. Donc il a utilisé les gens, en s'appuyant sur les travaux d'ethnographes, il n'a pas compris ça n'importe comment. En s'appuyant sur les travaux d'ethnographes et d'ethnologues, et il les a opposés les uns aux autres, notamment les Merles aux habitants qu'il a appelés côtiers, que par la suite les gens ont appelé côtiers, mais c'est ridicule le terme côtier, parce que c'est ridicule parce qu'on met dans le lot des côtiers les Pars. Les Pars ne sont pas côtiers. On met dans le lot les Pézanois, ils ne sont pas côtiers. On met dans le lot les Simiers, ils ne sont pas côtiers. Donc il y a un vrai problème là de diviser pour régner un peuple. Donc c'est ça l'argument qu'on peut trouver. Donc moi je pense que, comme j'ai dit au début, il y a un substrat commun de la culture malgache, de la langue en particulier. Et il y a des fantasmes là-dedans. Ce n'est pas la langue vierge. Il y a effectivement une grosse partie de ce qu'on appelle le malgache commun, qui a été construit à partir donc, du parler né, qui lui-même a été fixé de certaine manière, parce que là, si je peux me permettre quelques instants de plus, c'est parmi les influences de la population malgache très ancienne, il y a l'influence de ce qu'on appelle des grands malais. De ceux qui sont venus, c'est des musulmans, ils ont fixé la langue, donc ils ont fixé la langue, ils étaient sur la côte sud-est, et la cour royale de Tanamarit les a appelés ces savants, ce sont des grands savants, ils viennent ils parlent de grands malais, hein, comme à Palembang ou des choses comme ça, des lieux comme ça. Donc c'est eux aussi qui ont amené ce qu'on appelle la tradition étatique à Madagascar. Ça fait partie d'un substrat commun donc, du peuple malgache. Et quand on pose la question, il y a une unité du peuple, moi je pense qu'il y a de fait une unité du peuple parce qu'ils partagent un substrat culturel et linguistique commun. On se comprend dans tout Madagascar. Le parler le plus proche de ce substrat-là, contrairement à des fantasmes des gens, le substrat le plus proche du substrat commun, c'est le parler entendu. C'est celui-là qui est le plus proche de ce substrat qui vient du sud-est. Les gens, il y a une tendance à dire que les entendus parlent un langage, je ne sais
pas, surtout j'ai quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Donc, C'est il y a une base d'unité sur la partie de la langue, aussi à partir de l'imaginaire, à partir des questions, des notions d'identité, et aussi la notion du pouvoir, la notion que j'ai appelé tout à l'heure, le substrat qui est partagé, le rôle de la femme, la place de la femme, les pratiques rituelles et tout ça. Il y a des nuances d'une région à une autre. Et parce qu'on n'a pas ça dans n'importe quel pays. Malgré cette unité de langue, je parlais des différentes ethnies qui n'étaient pas des ethnies culturelles, mais on a quand même entendu parler de certaines rivalités. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles peuvent être les causes en fait, de ces rivalités Ces rivalités, elles sont surtout apparentes dans les discours politiques et dans les luttes politiques. Et déjà, on peut observer que après l'indépendance, il y avait une règle qui voulait que le président et le Premier ministre ne soient pas tous les deux maires, en fait, que le président soit issu des côtes. Alors on voit bien que c'est très incorrect comme terme. Les maires, c'est ceux qui sont sur les plateaux. Et les maires sont des gens un des groupes qui est sur le plateau avec. Et donc voilà, il y avait déjà cette règle non écrite qui a duré, qui a débuté dès la Première République avec Philibert Tirana. Est-ce que la France avait un rôle dans l'entretien de ce type de rivalité? On peut raisonnablement le penser. D'ailleurs, la Première République qui a chuté en 71-72, elle a été communément combattue comme un régime néocolonial qui défendait les intérêts des Français. Non, c'est pour dire qu'il y a eu peut-être quel rôle la France pouvait avoir dans ce schéma, on va dire, et vers ces dernières années. Et la première, en gros, à chaque alternance, il y a eu des crises. Je schématise un peu, des crises dures, douloureuses. Donc la fin de la Première République, à partir de 1972, ça a été la fin de Philibert Tirana, donc, qui était considéré comme trop pro-français, défendant les intérêts de la France. Et donc ça a été comme une deuxième libération, et d'autant plus qu'elle était orientée vers une idéologie qui était opposée à celle de la France. En gros, il dit qu'à la fin d'une période assez trouble de 3 à 4 ans, c'est la naissance de la Deuxième République socialiste. Il y a eu aussi, à la fin après deux décennies quasiment, une quinzaine d'années, non, plus de 20 ans au pouvoir. Non, excusez-moi. C'est la deuxième, voilà, la deuxième alternance dans la crise. Ça a été en 1991, donc à la fin du régime de Chirac qui n'en finissait plus et qui donc a donné lieu à une manifestation populaire qui a aussi abouti à une répression terrible contre des manifestants qui se dirigeaient vers un palais présidentiel. Et déjà, c'est un scénario qui aura d'autres applications. Et donc, à l'époque, le pouvoir a fait tirer sur les manifestants qui se dirigeaient dans ce palais de Yaoundé. En 2001, donc, en 2001-2002, donc, après un